Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Anne Bruniera, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancienne députée de la 4e circonscription de Lyon, ancienne puisqu'il y a eu les dissolutions il y a une semaine. Dimanche soir, d'ailleurs, devant votre télé, à 21h, quand Emmanuel Macron a annoncé la dissolution, vous vous êtes dit quoi? Il est fou? Non, quand j'ai su qu'il allait parler, je me suis doutée qu'il allait annoncer la dissolution. Cette dissolution, c'est une surprise pour tout le monde, mais dans le monde politique, c'était quand même un bruit qu'on entendait régulièrement depuis la majorité relative élue en 2022. Donc, quand j'ai su qu'il allait parler, je me doutais que c'était de ça dont il allait parler. Alors, la Constitution prévoit qu'avant de dissoudre, il y a des consultations à faire, président de l'Assemblée, président du Sénat, Premier ministre. 3 avis qui ont été négatifs, ça n'a pas l'empêché de faire la dissolution. Est-ce qu'il s'est obstiné? Il a eu raison? Ah, écoutez, c'est sa prérogative, hein. Moi, ce que je pense, c'est que il a quand même essayé depuis 2022 tout ce qu'il pouvait pour que l'Assemblée nationale fonctionne. Il a changé de Premier ministre, il a changé de gouvernement, il a proposé un Conseil national, il a essayé d'associer les partis d'opposition. Et force est de constater que ça ne fonctionnait pas, que l'Assemblée nationale présentait un hémicycle, et je suis bien placée pour le savoir, de plus en plus agité, de plus en plus, excusez-moi l'expression, mais j'en vois pas d'autres, bordélique. Enfin, c'était vraiment compliqué, l'ambiance à l'Assemblée. Et face aussi au score du Rassemblement national dimanche soir, il a estimé que c'était la meilleure décision à prendre. C'est sa prérogative, moi je l'accepte et je me suis demandé si je repartais en campagne et je représente ma candidature aujourd'hui. Si ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est pas plutôt parce que c'est lui le problème? On voit qu'il y a un rejet d'Emmanuel Macron dans l'opinion aujourd'hui. Alors, ce qui est sûr, c'est que le président de la République, il cristallise beaucoup de mécontentement. Enfin, ça, c'est pas nouveau en France, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, où il était quand même assez détesté, la fin du mandat de François Hollande, où il était aussi de la même façon. Et là, Emmanuel Macron en est à 7 ans de mandat. Donc c'est vrai qu'il cristallise un certain nombre de mécontentements. Moi, je les entends, hein, je suis sur le marché, les gens me le disent. Je trouve que les Français aiment élire des présidents de la République qu'ils adorent détester après. Et puis on a fait des réformes, beaucoup de réformes, dont certaines ont heurté un certain nombre de personnes. Je pense à la réforme des retraites, par exemple, dont on me reparle encore. Mais j'étais sur un marché hier matin et une dame m'a dit la réforme des retraites me touche, je ne suis pas satisfaite de ce qui m'arrive, mais je vais quand même voter pour vous parce que vous êtes la candidate expérimentée, la candidate républicaine de notre circonscription et je ne veux pas des extrêmes. Justement, malgré l'opposition des Français, vous continuez à vouloir faire des réformes. Gabriel Attal a annoncé que la réforme du chômage serait faite par décret entre les deux tours. Après le 49-3, vous êtes la majorité des réformes au forceps. Alors, le sujet de l'assurance chômage est un sujet assez particulier. Moi, personnellement, et on l'avait dit au Premier ministre, je n'étais pas pour une nouvelle réforme, là maintenant, alors que la précédente n'a pas encore porté ses fruits. Moi, je suis pour faire des réformes et les évaluer avant de les changer. En ce qui concerne le 49.3, c'est un autre sujet. C'est en fait le sujet de la majorité relative, hein, c'est-à-dire que les oppositions ne votent pas les budgets. C'est ainsi qu'est fait la vie politique en France. Et donc, quand vous êtes en majorité relative, pour pour adopter un budget, il faut passer par le 49.3. Et quelle que soit la majorité relative, c'est la règle. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. En ce qui concerne les réformes que nous portons, ce sont des réformes que nous estimons nécessaires pour le pays et que nous avons mis dans des programmes. Donc, ce ne sont pas des réformes La réforme du au chômage, forceps. ils ont tort, Gabriel Attal a tort de la faire passer en force entre les deux tours de la Moi, je législative. préférerais qu'on attende, on redonne la parole aux Français, on attend de savoir ce qu'il en sera, et surtout, on attend les résultats de la réforme précédente. Emmanuel Macron, vous venez de le dire, avait été réélu président de la République. Il a été réélu 2 fois pour faire barrage au Rassemblement national, avec la promesse de le faire baisser. Finalement, il est aux portes du pouvoir. C'est pas ça son plus grand échec? Moi, je ne pense pas que ce soit l'échec d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est l'échec de toute la classe politique de ne pas savoir faire rempart au Rassemblement national. Je prends ma part. Je l'ai vu, le Rassemblement national, pendant ces 2 ans dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale. C'est très dur de s'opposer. D'abord, ils ne sont pas du tout clairs sur ce qu'ils portent comme réforme. C'était simple. À chaque loi, nous ne savions pas ce qu'ils allaient voter. C'est vous dire à quel point on ne sait pas en fait quel est leur programme, quels sont leurs objectifs. On a eu beaucoup de surprises dans leur vote, ils ne sont pas clairs et quand ils ont
Et on l'a bien vu là, quand ils ont quelque chose d'assez fort dans leur programme, comme par exemple le retour à la retraite à 60 ans, Jordan Bardella est en train de dire qu'il va revenir sur cette réforme. Vous voyez à quel point le Rassemblement national n'est pas fiable, à quel point il est changeant, à quel point il ment aux gens. Et ça, je pense qu'il faut que toute la classe politique le dénonce. Or, ce n'est pas le cas. Nous passons notre temps à le faire, mais on voit bien qu'à gauche et à l'extrême gauche, en fait, la montée du Rassemblement national n'est pas leur première préoccupation. Alors, s'il y a eu un effet des européennes, c'est que la voix de la France est totalement absente du débat actuel sur l'organisation de la gouvernance européenne. Est-ce que c'est pas ça le principal problème de la dissolution ? C'est un effet, on va dire, collatéral, et je pense que le président de la République l'avait bien en tête, qui fait que nous sommes dans le cadre de législatives anticipées et que donc la France est en attente d'une nouvelle Assemblée nationale. En attendant, l'Europe Le s'organise. président de la République est quand même présent dans toutes les discussions, il donne son avis et il donne son avis sur l'organisation, bien sûr, de l'Europe. Un mot sur la 4e circonscription. Vous êtes peut-être dans la circonscription la plus macroniste de France ? Alors peut-être pas celle qui est la plus macroniste de France, mais il est vrai que nous faisons des bons scores même aux européennes. Et je pense que c'est lié bien sûr aussi à une partie de mon travail. Mais pourtant, vous n'êtes pas assuré, quand on regarde le résultat des européennes, de l'emporter. Dans une circonscription qui est très favorable, c'est signe que c'est très mauvais pour la majorité présidentielle, non ? Alors de toute façon, quand on se lance en campagne, on n'est jamais sûr de l'emporter. Il faut être extrêmement prudent. C'est vrai que si on regarde les résultats des élections européennes, on voit que l'attelage électoral, qui est le nouveau Front populaire et que moi j'appelle la NUPS 2, est en fait assez forte si on fait la somme des voix. Mais ça, c'est mathématique. Sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'espère bien sûr que les Lyonnais de la 4e circonscription me redonneront leur confiance, car je suis une députée de terrain, proche d'eux, implantée sur le territoire. J'ai montré que je travaillais. J'ai montré aussi que j'étais très claire sur mes positions politiques et que j'assumais mes votes et que je leur rendais compte. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Union des gauches, et notamment, je pense au Parti socialiste dont je viens, qui aujourd'hui rallie en fait le programme de la France insoumise. Dans le Rhône, qu'est-ce que serait un bon objectif pour la majorité présidentielle ? Vous avez 7, même 8 députés sortants en comptant Alexandre Vincendet. Il y a peu de chances d'avoir une meilleure majorité pour vous dans le Rhône. Vous risquez plutôt d'en perdre. Alors dans le Rhône, 14 circonscriptions, France entière, 577 circonscriptions avec des situations très différentes. C'est un des départements qui vous est le plus favorable. Oui, l'un de ceux, parce qu'il y en a qui sont quand même plus favorables que le Rhône, mais nous avons des collègues qui sont menacés par le Rassemblement national, d'autres qui sont menacés par l'Alliance des gauches, et donc ce seront des élections très différentes. Je pense qu'il est dur de se dire aujourd'hui ce qu'il en sera. D'ailleurs, les sondages sont assez difficiles sur les élections législatives, puisque c'est 577 élections, 577 contextes différents. Et donc un bon résultat dans le Rhône, ce serait combien de députés pour la majorité présidentielle ? Non, je ne me lance pas. C'est trop difficile à dire. Alors juste sur votre circonscription, la 4e, la dernière fois vous étiez face à un écologiste, Benjamin Badoir. Vous êtes cette fois face à une socialiste, Sandrine Brunel. C'est une position plus favorable ou plus difficile ? Pour moi, c'est la même chose. En fait, c'est la NUPS que j'ai face à moi, la NUPS 1, la NUPS 2. À chaque fois, c'est un attelage électoral entre des partis qui ont énormément de différends, qui sont même parfois violents entre eux et pas très respectueux les uns des autres, et qui portent un programme qui est quand même le programme essentiellement de la France insoumise, et notamment un programme de promesses toutes plus énormes les unes que les autres. En fait, c'est un programme qui fait rêver les gens, mais qui est absolument inapplicable. Donc pour moi, ça ne change rien, l'un ou l'autre. Ce que je vais porter, c'est mon projet, qui est un projet raisonnable, avec des réformes qui touchent, je pense, le quotidien des Français, que ce soit sur la santé, l'éducation, le pouvoir d'achat, mais qui sont raisonnables, qu'on peut mettre en œuvre et qu'on a montré qu'on était capable de mettre en œuvre, car on a déjà mené des réformes. Un effet de la dissolution, c'est que tous les projets de loi en cours sont tombés. Vous étiez très investi notamment sur la future loi métropole, le scrutin loi PLM, donc c'est fini, on ne changera pas, on garde les mêmes règles du jeu pour les prochaines municipales. J'étais effectivement membre de la délégation aux collectivités territoriales et on avait de nombreux travaux en cours, que ce soit sur la métropole, que ce soit sur, vous l'avez dit, la loi PLM. Effectivement, l'effet de la dissolution, c'est que tous nos travaux se sont arrêtés.
Et on verra ce qu'il en sera, bien sûr, dans la nouvelle législature. Alors, dans une nouvelle législature, on peut reprendre des lois. Hein. Alors, reprendre au début, mais on peut récupérer des lois d'autres collègues. Et donc, on reprendra le travail, je l'espère, avec une majorité avec Gabriel Attal. Y compris sur la loi métropole? Il y aura peut-être Oui, d'autres alors on priorités aura que d'autres celle-là. priorités. Ça c'est un peu, Et comme il c'est un faut peu la passer assez difficile rapidement, elle semble à être... dire parce qu'en fait, ce sont des lois, en tout cas pour la loi métropole par exemple, c'est une proposition de loi, donc une loi que j'ai écrite moi-même. Et c'est vrai que les lois écrites par des députés, pour qu'elles soient votées, il faut un consensus en fait de l'Assemblée pour dire que c'est une loi nécessaire. Donc on aura peut-être d'autres urgences avant que celle-là, mais je me battrai néanmoins pour mes propositions de loi. Anne Brunira, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.